Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même que je pense qui est très important, mais qui est sous-étudié, là, comme Sarah disait. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer le plan de ma présentation. Euh, on va commencer avec une petite mise en contexte et les autres thèmes qui vont être abordés ensuite, ça va être de discuter des défis du vieillissement avec le diabète, de décrire un peu comment les personnes âgées gèrent leur diabète, la qualité de vie aussi de ces personnes-là, certains trucs et astuces. Et on va finir avec le projet Better Age, qui est en fait l'étude là, dans laquelle on étudie les données des personnes un peu plus âgées dans le registre de Better que vous connaissez déjà probablement là, en vous inscrivant au webinaire aujourd'hui. Donc, pour la petite mise en contexte, je voulais vous inviter à participer à un petit sondage. Donc, si vous avez un téléphone avec vous, vous pouvez pointer votre caméra sur le code QR qui est à droite de la page pour joindre notre sondage. Si vous avez un ordinateur ou si vous n'aimez pas les codes QR, vous pouvez aussi taper le lien là, slido.com sur votre page web et joindre le sondage là, avec le code BETTER en majuscule. Fait que je vais juste vous laisser peut-être 30 secondes là, pour joindre les futures questions de notre présentation. Sinon, vous pouvez toujours, sans le code QR, le joindre, comme je disais, avec le code BETTER. Donc, j'ai déjà quelqu'un qui demande comment rentrer dans les questions. Ça dit qu'il n'est pas actif. Ouf. Peut-être que, en fait, est-ce que c'est parce que j'ai pas encore mis de questions? Attends, je vais regarder. Et si j'allais plutôt vers ça ici, m'excuse. Oh, alors, là, en ce moment, est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent Oui, sur votre écran? ça fonctionne là. Je pense Ça que c'est fonctionne juste pas. que c'est OK, parfait. Donc, on va commencer avec une première question pour se réchauffer, là. Donc, pour vous, c'est quoi une personne âgée? Est-ce que c'est un critère d'âge, tu sais, 60, 65 ans? Est-ce que c'est 70 ans? Est-ce que c'est des gens qui perdent de l'autonomie, qui se détériorent au niveau de la santé? Ou plutôt, on dit, bah, on peut pas vraiment vieillir si le cœur est jeune, ou si vous avez pas vraiment idée, puis que c'est aucune de ces réponses. Donc, je vous laisse un petit moment pour répondre. Fait que je vois qu'il y a encore des gens qui répondent, donc on va peut-être attendre un petit moment. OK, donc je vais montrer un petit peu les résultats. Donc, on voit ici que les gens ont choisi le groupe d'âge le plus élevé là, pour devenir une personne âgée. Je pense qu'on veut tous pas se sentir vieux à un certain moment aussi. Donc, la majorité ont dit en haut de 70 ans. Une autre grande partie parle plutôt de perte d'autonomie. Puis bon, il y a les autres groupes d'âge là, OK, c'est bon, très intéressant. En fait, c'est une question quand même un peu difficile parce que c'est quand même assez vague comme définition. Si on retourne à notre bon vieux dictionnaire, là, Larousse, ça dit tout simplement que c'est la dernière période de la vie qui serait caractérisée par un ralentissement des fonctions en général. Et souvent, bon, il parle que durant cette période, il y a une diminution des forces physiques et un certain fléchissement des facultés mentales. Donc ça, c'est très dictionnaire. Si on passe plutôt au manuel Merck, qui est un manuel médical destiné aux professionnels de la santé, mais aussi à la population générale, ils disent qu'en fait, c'est quand même difficile à définir quand on parle juste de l'âge, puis que la gérontologie, c'est l'étude du vieillissement aussi bien dans sa dimension biologique, sociologique et psychologique. Et bien qu'il n'y ait pas d'âge pour définir l'âge avancé, ils parlent souvent de 65 ans et plus, parce que, bon, c'est l'âge où ce que les gens deviennent admissibles aux assurances Medicare aux États-Unis, puis avec la RAMQ au Québec, c'est un petit peu le même principe. Mais on sait que, bon, ce qu'on retient de ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour définir la personne âgée, mais qu'il faut prendre en compte plusieurs choses, comme les sphères biologiques, sociologiques et psychologiques. Par contre, bon, on sait qu'il y a tout ça qui définissent la personne âgée,
il faut quand même essayer de montrer c'est quoi. En fait, l'Association de diabète du Canada, non, des États-Unis, je m'excuse, américaine, avait montré qu'il y avait trois profils de personnes âgées et que c'était très hétérogène comme population. Donc, il y a le profil de personnes âgées en santé, donc qui ont peu de problèmes de santé, des fonctions cognitives et fonctionnelles qui sont intactes. Donc, pas vraiment de différence au niveau fonctionnel avec des personnes plus jeunes. Si on va à l'autre spectre, il y a les personnes âgées qui sont plus malades, donc en CHSLD, qui ont des maladies chroniques terminales, qui ont des troubles cognitifs plus sévères ou encore qui ont certaines activités de la vie quotidienne qui sont affectées, par exemple, manger par soi-même, se laver par soi-même. Puis quand on va dans le centre, dans la catégorie intermédiaire, c'est des gens qui sont un petit peu plus malades ou qui ont plus de difficultés à faire des activités de la vie domestique, donc des choses plus complexes comme gérer ses finances ou encore conduire. Puis parfois, des gens peuvent avoir des troubles cognitifs qui sont plus légers, mais qui ne gâchent pas vraiment la vie quotidienne là, pour l'instant. Donc, c'est vraiment très différent comme profil. Mais quand on regarde les études chez les personnes âgées, c'est difficile de classer les gens dans ces catégories-là. Puis c'est difficile aussi d'aller étudier la population très malade pour les amener à participer aux études. Donc, c'est quand même assez pragmatique. Là, je dirais que dans les études, ils utilisent plus des critères d'âge, malheureusement, pour définir une personne âgée. Donc, si on regarde, par exemple, l'importance du diabète de type 1 chez les personnes âgées, on peut voir que ça devient un problème quand même très fréquent là, et important à travers les groupes d'âge. Par exemple, dans notre graphique de gauche, quand on voit les petites cases, les petits rectangles roses, là, en fait, c'est le nombre de nouveaux cas total de diabète de type 1 dans le monde entier. On peut voir que même au sein des groupes d'âge plus élevés, il y a encore plusieurs nouveaux cas de diabète de type 1 qui sont diagnostiqués. Puis même si on regarde la ligne rouge, qui est le nombre de nouveaux cas par 100 000 habitants, donc quand on le met sur le nombre de gens, en fait, qui sont dans ce groupe d'âge-là, c'est même en augmentation. Donc, de plus en plus, on est capable de diagnostiquer le diabète de type 1, même chez les gens plus âgés. Quand on regarde notre graphique à droite de la diapositive, on voit plutôt le nombre de cas total de diabète de type 1 dans un pays plus développé, par exemple comme les États-Unis. Puis on peut voir qu'en fait, le pic du nombre de cas total de diabète de type 1 est plutôt dans les 60-69 ans. Donc, tout ça s'explique entre autres parce que les standards de soins et l'espérance de vie est améliorée chez les gens qui ont un diabète de type 1. Ils vivent de plus en plus vieux, puis ça devient quand même des gens qui ont le diabète de type 1 qui sont dans la société. Il faut qu'on sache dresser un portrait de ces gens-là. Donc, les défis de vieillir avec le diabète, là, en fait, je serais intéressée à savoir qu'est-ce que vous pensez. C'est quoi les défis, selon vous, du vieillissement avec le diabète de type 1? Vous pouvez mettre des petites réponses, là, ça devrait apparaître à l'écran, puis on va pouvoir voir ce que les gens en pensent. Fait que des petites réponses courtes, peut-être de quelques mots, là, je vous laisse le temps de nous montrer ce que vous pensez. Mhm. Intéressant. Donc, on voyait au début beaucoup de complications. L'autonomie, ouais, OK. Quand c'est un mot qui revient souvent, il devient plus gros. C'est pour ça que l'autonomie et les complications, ils ont commencé à popper un peu plus. La fatigue, le calcul de la fatigue chronique, la fatigue, OK. Puis bon, on parle un peu des assurances aussi, le calcul des doses, comme si les gens pensaient peut-être que ce serait plus difficile là, dans la gestion au quotidien. Continuer d'être actif. Bon, OK, intéressant. Donc, vraiment, ce que les gens pensent le plus comme défi, c'est l'autonomie, les complications, puis l'état de santé général. OK, parfait. Donc, en effet, là, c'est des défis qui sont bien rapportés là, au niveau de la littérature, tout ça. C'est sûr qu'avec le vieillissement, il peut y avoir plus de complications au niveau du diabète. Au niveau psychologique, en fait, il y a un certain déclin cognitif naturel là, avec l'âge, certains à une vitesse plus élevée que d'autres. Il y a aussi un petit peu plus de dépression parfois chez les personnes âgées, un certain changement des habitudes alimentaires aussi. Au niveau physique, les gens développent des limitations fonctionnelles. J'avais vu ostéoporose, fatigue, des douleurs et tout ça, en effet.
une diminution de dextérité, de la vision, de l'audition. Puis parfois, les gens aussi prennent plus de médicaments, ce qui fait en sorte que ça devient plus difficile ou mélangeant là, à gérer. Puis un aspect non négligeable aussi, c'est l'environnement des personnes âgées qui sont à risque de changer. Donc, avec le temps, parfois, on perd un certain réseau social, puis on peut être relocalisé, par exemple, dans une autre demeure, donc on perd un peu nos repères. Donc, c'est tous des choses qui doivent être adressées, en effet, et considérées quand on vieillit avec le diabète. Sinon, quand on regarde un peu les spécificités de cette fameuse population de personnes âgées qui ont le diabète, par exemple, si on prend seulement les gens qui ont le diabète, on compare les gens, les personnes âgées avec le diabète ou des personnes âgées sans diabète. En effet, il y a des petites données qui suggèrent que, il y a un décès un peu plus prématuré, qu'ils ont plus de comorbidité, puis aussi un peu plus de syndrome gériatrique, c'est-à-dire un peu plus d'incontinence, de chute, des troubles cognitifs. Quand on compare des gens qui ont le diabète plus âgés versus des gens qui ont le diabète plus jeunes, on peut aussi voir que les personnes plus âgées semblent avoir plus de risques d'hypoglycémie, de glucose qui varie, ou encore le nombre de complications, et ce, même indépendamment de la durée de la maladie. Quand on regarde, ça, c'est quand même un aspect qui a été plus étudié, là, auquel on s'intéresse, c'est la dysfonction cognitive en lien avec le diabète et les fluctuations de la glycémie. Donc, la question, c'est surtout, est-ce que c'est parce que, bon, il y a une certaine hyperglycémie, hypoglycémie qui entretient un trouble cognitif et qui empire les fonctions cognitives, ou c'est le fait d'avoir un trouble neurocognitif qui fait qu'on gère moins bien le diabète, puis on fait plus de hyperglycémie, hypoglycémie. Je crois que c'est probablement un peu les deux, puis que malheureusement, il y a un petit cercle vicieux qui peut s'installer. Par contre, les études pour l'instant ne montrent pas que de mieux contrôler les glycémies préviennent nécessairement le déclin cognitif. Mais bon, ça reste quelque chose de plus difficile, plutôt difficile à mesurer et qui doivent se faire sur le long terme. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de données qui montrent que c'est bénéfique, tu sais, que vraiment contrôler, être exemplaire sur la glycémie, ça va prévenir les troubles cognitifs qui se développent à long terme. Donc, si on veut savoir, mettons, maintenant, comment que les personnes âgées gèrent le diabète, première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on pense vraiment que l'hémoglobine glyquée augmente avec l'âge? Est-ce qu'on pense que les personnes âgées ont un moins bon contrôle du diabète? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? OK. Alors, la majorité des gens pensent que non. Quand même, 30%, presque des personnes pensent que oui. Et bon, il y a une vingtaine de pourcents de personnes qui ne savent pas. Donc, allons voir un petit peu qu'est-ce que la littérature nous dit. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les pires personnes, disons, ceux qui ont le pire hémoglobine glyquée, ceux qui ont le pire hémoglobine glyquée, c'est plutôt les adolescents. C'est là qu'il y a vraiment un pic là, d'hémoglobine glyquée dans l'âge, puis qu'avec le temps, les gens s'en sortent plutôt bien, en fait. Donc, l'hémoglobine glyquée reste stable au courant de la vie, puis même peut-être qu'il y a une petite diminution là, dans les 70, 75 ans. Donc, c'est quand même assez bien. Là. Les gens, ils ne vont pas nécessairement détériorer le contrôle avec l'âge. Et si on regarde encore une fois l'hémoglobine glyquée en fonction de l'âge, mais aussi en fonction du revenu, des assurances, tout ça, on peut voir que tout au long de la vie, c'est sûr que les gens qui ont plus de revenus semblent avoir une meilleure courbe d'hémoglobine glyquée, mais ça ne change pas nécessairement à travers l'âge. Et le fait d'avoir des assurances privées, par exemple, aussi peut favoriser une hémoglobine glyquée plus basse. Mais on dirait que cette différence-là tend à s'atténuer avec l'âge. Maintenant, est-ce qu'on pense que les personnes âgées bénéficient de la technologie? Parce que, bon, certaines personnes pourraient se dire, ben là, les personnes âgées, ils savent pas comment utiliser la technologie. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des personnes, disons, au moins au-dessus de 60 ans, 65 ans parmi nous. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont répondu à mon sondage. Fait que personnellement, je suis très optimiste par rapport à ça. Mais c'est ce que la littérature, en fait, dit aussi, c'est que les personnes âgées bénéficient définitivement de la technologie.
tout au long de l'âge, là, en fait, le fait d'avoir des pompes, d'avoir accès à des moniteurs de glucose en continu, fait diminuer l'hémoglobine glyquée et les gens ont un meilleur contrôle. Il y a aussi eu plusieurs essais cliniques qui se sont vraiment intéressés au sujet des personnes âgées et de la technologie. Les trois études que je vais vous parler rapidement, là, c'est toutes faites chez des personnes de 60 ans et plus. Dans le premier essai qui s'appelle Diamond, ils ont comparé en fait l'utilisation des lecteurs de glycémie en continu, donc les patchs, en fait, les Freestyle, les Dexcom et tout ça, versus les glycémies capillaires. Et ils ont montré que parmi cette population-là, il y a eu une diminution de l'hémoglobine glyquée, de la variabilité du glucose et une augmentation du temps dans la cible et tout ça, mais surtout une augmentation de la satisfaction de traitement chez ces gens-là. Dans le deuxième essai clinique que je vais vous parler, on regardé un peu la même chose, puis ils ont aussi vu un bénéfice au niveau de la diminution des hypoglycémies, du temps à cible. Puis ils s'intéressaient aussi à savoir s'il y avait un impact sur le changement cognitif, puis malheureusement, il n'y en avait pas en lien avec les lecteurs de glycémie en continu versus les capillaires. Et le dernier essai dont je voulais vous parler brièvement, c'est Oracle, qui est une étude qui regardait les pompes à insuline à boucle fermée, donc avec des capteurs et des pompes qui communiquent entre eux et qui ont un algorithme, versus ceux qui sont indépendants. Puis on peut voir que les personnes de 60 ans et plus en bénéficient également avec une diminution de l'hypoglycémie et une augmentation du temps à cible. Donc, ils n'en bénéficient pas nécessairement plus que les personnes qui sont plus jeunes, mais définitivement, ils en bénéficient au moins autant. Donc, maintenant, dans la vraie vie, est-ce qu'ils gèrent différemment le diabète? Par exemple, j'ai vu tantôt dans le sondage là, que dans les défis, il y a le calcul des glucides, la gestion du diabète, tout ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de données, en fait, dans la littérature qui viennent vraiment étudier cet aspect-là. Mais c'est pour ça, entre autres, que dans le registre Better, on a pu avoir quelques petites réponses à cette question. Donc, c'est des petites données préliminaires de nos analyses. On avait séparé les gens du groupe Better parmi les gens plus jeunes, là, donc 50-59 ans, 60-69 ans, puis 70 ans et plus. Et on voulait voir justement si à travers les groupes d'âge, il y avait une différence dans le pourcentage de personnes qui faisaient le décompte des glucides, qui oubliaient leur insuline, par exemple, parce que, bon, peut-être que développement de troubles cognitifs ou quoi que ce soit, qui vérifiaient les cétones quand il y avait une hyperglycémie ou qui faisaient assidûment leur dépistage de rétinopathie diabétique dans la dernière année. Puis en fait, c'est très similaire à travers les groupes d'âge, puis il n'y a vraiment pas de différence dans la cohorte Better. Donc, le même pourcentage et un très grand pourcentage, en fait, de participants faisaient leur décompte de glucides tout au long des trois groupes d'âge. Peu de personnes oubliaient leur insuline, puis vraiment, là, une très grande majorité de gens avaient fait assidûment leur dépistage de rétinopathie dans la dernière année, même que, bon, ici, dans les 70 ans et plus, ils semblaient même mieux performer, mais bon, statistiquement, c'était pas significatif. Si on regardait plus au niveau de la qualité de vie, donc, il y a des études qui se sont intéressées un peu à savoir c'est quoi les facteurs qui affectaient le plus la qualité de vie des personnes qui vivaient avec le diabète. Donc, la qualité de vie au niveau physique, c'est sûr que d'avoir une certaine amputation, ça peut nuire à la qualité de vie physique. Ce qui nuisait à la qualité de vie plus psychologique, c'est le fait d'avoir une dépression, d'avoir un IMC plus bas, d'avoir une amputation ou des hypoglycémies. Donc, ça affectait beaucoup la qualité de vie. Et ce qui affectait les deux, c'est les complications qui sont reliées au diabète et les fameux syndromes gériatriques, là. Donc, comme je disais, incontinence, des chutes ou des troubles cognitifs. Puis les symptômes, par contre, qui contribuent à la détresse. Donc, on a posé, en fait, une étude qui ont posé des questions aux gens qui avaient le diabète, puis ils leur demandaient, c'est quoi, vous, les symptômes qui contribuent le plus à votre détresse, qui est spécifiquement relié au diabète? Donc, ce que les gens rapportaient, c'était le fameux fatigue, tu sais, qui revenait dans les défis du vieillissement là, que j'ai vu au début. Le fait d'être plus fatigué, d'avoir des hypoglycémies, des chutes, des diarrhées en lien avec certains traitements, la douleur, la perte d'équilibre. Donc, ça, c'est vraiment ce qui contribuait le plus à leur détresse. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour vieillir en santé avec le diabète de type 1? Premièrement, quelque chose d'un peu plus théorique, là, mais que bon, les cliniciens, nous, on applique, c'est les fameuses cibles glycémiques chez les personnes plus âgées. Donc, ça, c'est des tableaux qui sont dérivés des lignes de pratique de Diabète Canada. Donc, chez la majorité des adultes avec le diabète de type 1 ou type 2, là, on vise une hémoglobine glyquée en bas de 7 comme vous savez probablement. Parfois, on va même plus bas chez des gens qui sont à faible risque d'hypoglycémie.
Là où ce qu'on devient un peu moins sévère, c'est vraiment chez les personnes qui ont une certaine dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aide dans leur vie quotidienne pour, tu sais, par exemple, faire à manger, gérer leurs dépenses, ou même parfois avoir besoin d'aide pour, tu sais, manger, se laver, tout ça. Des gens qui ont des hypoglycémies sévères ou récurrentes, des gens qui ont des espérances de vie limitées ou qui ont un trouble cognitif avancé. Donc, on devient évidemment moins sévère là, avec les cibles d'hémoglobine glycée. Puis à droite, c'est un peu la même chose, mais ça montre aussi dans le bas du tableau les cibles de glycémie capillaire là, selon le niveau fonctionnel. Donc, une chose que je voulais sortir de ce tableau-là, c'est que les cibles ne varient pas en fonction de l'âge. Les cibles varient en fonction du statut fonctionnel des personnes. Donc, pour une personne âgée, disons, en pleine santé, ça reste les mêmes cibles qu'une personne plus jeune qui a un diabète de type 1. Et juste pour avoir plusieurs sources, en fait, l'Association américaine avait sensiblement dit la même chose en séparant les personnes âgées en trois profils, les gens en santé, les gens intermédiaires, les gens plus malades. Puis selon ce classement-là, on devient de moins en moins sévère dans plusieurs aspects. Maintenant, qu'est-ce qui peut aider à améliorer ce fameux contrôle de diabète? Comme on a parlé tout à l'heure, les personnes âgées bénéficient définitivement des pompes à insuline, des moniteurs de glucose en continu. Puis il existe aussi des stylos à insuline Bluetooth pour les gens qui commencent à avoir un peu de troubles de mémoire, qui enregistrent les doses qu'on s'est données, à quelle heure, puis parfois ça peut vraiment aider à limiter les oublis de doses ou à s'en donner 2 fois de trop, par exemple. Il y a aussi, hors diabète, plusieurs autres technologies qui peuvent aider, là, en général, pour les personnes âgées, comme certains moniteurs d'activité physique, des systèmes de détection de chute ou encore certaines applications sur le téléphone pour l'entraînement mental pour maintenir une certaine santé cognitive aussi à travers le. Et ce que les études ont prouvé aussi, c'est que dans les déterminants d'une bonne qualité de vie chez les gens qui ont un diabète de type 1, le fait d'avoir moins de comorbidité en général, c'est-à-dire moins de maladies là, en général, le fait d'être non-fumeur, d'avoir un poids santé et de faire beaucoup d'activité physique améliorait la qualité de vie. Et ce qui améliorait le plus la satisfaction du traitement puis de la vie en général, c'était d'être bien entouré, donc avoir un partenaire et avoir un revenu annuel élevé sur lequel on n'a pas toujours beaucoup de contrôle malheureusement. Donc, un petit mot sur Better Age, qui est en fait l'étude qui est dérivée de la cohorte Better auquel vous avez probablement participé. Donc, il y a peut-être même certaines de vos données là-dedans. Ce qu'on a fait dans cette étude-là, c'est qu'on a séparé, comme je disais tout à l'heure, là, des gens en trois groupes d'âge. Donc, les gens entre 50 et 59 ans, qui est un peu notre groupe de jeunes. Après ça, les 60-69 ans, puis les 70 ans et plus. Et on a regardé plusieurs aspects et on a comparé, en fait, ces trois groupes d'âge-là entre eux. Et l'objectif primaire, c'était vraiment de brosser un portrait là, de l'utilisation de la technologie à travers les groupes d'âge de 50 ans et plus dans ce registre-là. Et de manière secondaire, on voulait décrire et comparer justement certains aspects de la gestion du diabète à travers les groupes d'âge. Je vous avais montré un tableau tout à l'heure de ça. Sinon, on voulait aussi décrire et comparer le support professionnel, social et la détresse psychologique à travers les groupes d'âge. Comme vous pouvez voir, les objectifs sont quand même assez vagues, sont quand même vagues là, et ça couvre large, disons. Mais le rationnel de ça, en fait, c'est que ça partait beaucoup des idées des patients partenaires, là. Initialement, on avait demandé aux patients partenaires qu'est-ce que vous voulez savoir sur le vieillissement avec le diabète de type 1. Puis ils nous ont sorti des idées. Puis à partir de ça, on a pu voir qu'est-ce qu'on est capable de dériver des données qu'on avait. Et on a vraiment c'était nos objectifs en lien avec ça. Donc, les données démographiques là, de la population qu'on a étudiée, c'était majoritairement des femmes, disons, chez les plus jeunes, mais chez les plus âgés de 70 ans et plus, c'était moitié-moitié. La majorité des gens de la cohorte, c'était vraiment des Caucasiens, avec un revenu annuel brut familial qui diminuait un peu là, à travers les groupes d'âge. Des personnes très éduquées, hein, la majorité, en fait, au moins 50% des gens avaient un niveau de scolarité universitaire. Et évidemment, avec le temps, ben, il y avait plus de pourcentage de gens retraités et plus de gens qui finissaient par avoir une assurance publique au lieu de privé ou mixte. Donc, en sachant ça, en gardant ça en tête, on voit que l'utilisation des pompes à insuline est plutôt similaire à travers les groupes d'âge. Donc, que ce soit dans n'importe quel groupe, il y a environ, en fait, une trentaine de pourcents de gens, là, même
35, disons 35% de gens qui utilisaient les pompes à insuline, et ce, peu importe le groupe d'âge. Donc, les personnes de 70 ans et plus n'ont pas nécessairement moins utilisé les pompes à insuline. Et si on regarde l'utilisation des moniteurs de glucose en continu, toutefois, on peut voir que, il y en a un petit peu moins dans le groupe de 70 ans et plus. Donc, dans les groupes plus jeunes, là, il y a à peu près, disons, 83%, 84% des gens qui utilisent le moniteur de glucose en continu. Là, ça, c'est le cercle jaune. Et dans les groupes de 70 ans et plus, il y a environ 70%, donc environ 10-15% de gens de moins qui l'utilisent. Par contre, la fréquence de vérification du glucose, de téléchargement ou d'analyse des données était similaire à travers les groupes d'âge. Donc, on n'a pas encore fait des analyses, en fait, par rapport à qu'est-ce qui faisait en sorte que les gens de 70 ans et plus utilisaient moins le moniteur de glucose en continu, mais c'est sûr que les hypothèses, c'est qu'il y a la perte des assurances privées qui peut jouer un rôle définitivement, le revenu qui est un peu plus bas, tout ça. Donc, ça vient illustrer que même si les gens, personnes âgées, bénéficient de la technologie et que le moniteur de glucose en continu est un bon outil, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a accès, surtout à partir de 70 ans et plus, puis même au Québec, disons 65 ans et plus. Quand on regarde la question l'hémoglobine glyquée le plus récent, on voit qu'il n'y a vraiment pas une relation linéaire là, entre l'hémoglobine glyquée et le groupe d'âge. Donc, c'est vraiment pas vrai que plus les personnes sont âgées, plus l'hémoglobine glyquée augmente. Par contre, on peut voir que dans le groupe de 70 ans et plus, la majorité se retrouve dans le 7,1 à 8%, donc qui est la cible un peu modulée. Et je voulais vous épargner un peu tous les détails de l'étude qui sont peut-être pas nécessairement pertinents. Donc, je vous laisse avec les trouvailles clés de l'étude là, qui montrent que, bon, au niveau de la technologie, comme je vous disais, l'utilisation de la pompe à insuline était identique à travers les groupes d'âge, mais que malheureusement, l'utilisation des moniteurs de glucose en continu, là, les patchs, diminue après 70 ans. Et par contre, la gestion du diabète est en général similaire à travers les groupes d'âge. Un fait intéressant aussi qu'on avait trouvé dans l'étude, c'est que la détresse qui est reliée au diabète et la peur de l'hypoglycémie diminuent à travers les groupes d'âge. Et aussi, bon, le support du réseau social et des professionnels de la santé ne diffère pas nécessairement non plus avec les groupes d'âge dans la cohorte de Better. C'est sûr qu'il faut dire que la cohorte Better, ça reste des gens qui sont en général en santé, motivés, qui viennent, qui répondent à nos questionnaires, peut-être qu'ils sont même un peu plus à l'aise avec la technologie. Donc, c'est une population sélectionnée, mais je pense quand même que le portrait est optimiste là, dans cette étude-là. Donc, en conclusion, le diabète de type 1 est une maladie chronique importante dans la population plus âgée. Même si le vieillissement amène son lot de défis dans la gestion du diabète, mais il faut penser que la population âgée, en fait, c'est une population très hétérogène qu'on ne peut pas juste définir avec l'âge et que la technologie peut pallier et améliorer les issues du diabète pour les personnes âgées. Puis enfin, je voulais vous dire que, tu sais, dans la cohorte Better, du moins, le portrait des personnes plus âgées est très optimiste. Je vous laisse sur quelques slides, mais dont cette citation-là qui dit qu'on ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut définitivement s'empêcher de devenir vieux. Et je voulais aussi vous dire que, bon, dans le registre Better, comme je disais, c'est une population très sélectionnée, mais on serait très intéressé à avoir des données encore plus de la vie réelle, donc recruter des personnes âgées de différents horizons. Donc, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire non plus, à parler à Sarah, par exemple, à lui envoyer des petites idées de recrutement, on est ouvert. Et je voulais aussi vous laisser sur une invitation juste avant la période de questions, là, je voulais vous inviter à vous inscrire à notre prochain événement là, le 23 avril sur les diètes faibles en glucides et diabète de type 1. Que savons-nous par rapport à ça? Donc voilà, je suis prête à prendre vos questions. Merci, Jane. Ça fait C'était vraiment une belle présentation, encore une fois. C'est vrai que c'est surprenant là de voir que tu sais, les pompes sont toujours autant utilisées finalement avec l'âge et que ça bouge pas. Puis c'est important aussi de pouvoir montrer qu'effectivement, bah, il y a moins d'utilisation de lecteurs en continu. Donc ça va être intéressant là de regarder si tu sais, les assurances, ça joue un rôle et tout ça. Ça fait partie des choses qu'on veut pouvoir faire avec le registre, de pouvoir aller, bah, c'est ça, aller discuter avec les gens qui prennent des décisions en leur disant, regardez, c'est comme on en a besoin de ces technologies-là. Puis voilà, il faut des meilleurs remboursements aussi. Alors ça nous tient à cœur avec le projet. J'ai des petites questions, alors je pourrais commencer à te les adresser. Juste avant, donc c'est ça, effectivement, le prochain webinaire sera sur les diètes faibles en glucides.
Vous allez recevoir l'invitation comme d'habitude à peu près une semaine avant. Et la présentation que tu as donnée aujourd'hui sera disponible en rediffusion sur le site. Donc, on a un onglet rediffusion. Il y a un mot de passe pour y accéder quand vous êtes inscrit au registre. Il va vous être envoyé demain parce que vous êtes inscrit aujourd'hui. Puis, c'est toujours le même de toute façon. Donc, OK. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Peut-être mettre la question dans le QR parce qu'on ne peut pas donner la parole en direct. Alors, voilà. J'y vais avec les questions tout de suite. La première question que j'avais, c'était est-ce que l'espérance de vie, elle est similaire entre une personne avec et sans diabète de type 1? Je pense que tu en as parlé un peu, mais je vais te laisser répondre à ça, Jane. Oui. Fait que l'espérance de vie, disons que c'est quelque chose qui évolue. En fait, on voyait dans des études plus vieilles que chez les personnes âgées, il y avait quand même une certaine, chez les personnes âgées avec le diabète de type 1, là, donc par rapport à quelqu'un qui n'a pas de diabète, il y a quand même une mortalité précoce qui a été démontrée. Par contre, ça reste des données qui peuvent évoluer. Puis comme je disais, on voit que l'incidence puis la prévalence, donc le nombre de cas total de diabète de type 1, augmente vraiment à travers les années. Puis les données en ce moment, puis les données d'il y a 10 ans sont très différentes. Donc, même s'il y a encore une certaine mortalité précoce entre les gens qui ont diabète de type 1 versus ceux qui n'en ont pas, c'est vraiment en train de s'améliorer et je suis quand même très optimiste pour dire que l'espérance de vie entre les personnes de type 1 et sans type 1 l'écart va devenir de plus en plus petit là, avec les nouveaux standards de soins puis la technologie, tout ça qui est accessible. Parfait. Merci pour la réponse, Jane. La question suivante, je pourrais peut-être t'aider à y répondre, mais c'est est-ce que les stylos Bluetooth sont disponibles au Canada? Et si oui, est-ce qu'on peut s'en procurer? Quelqu'un qui dit, j'oublie souvent combien et quand je me suis injectée. Est-ce que tu veux répondre? Sinon, je pourrais le faire. Ben, je peux te laisser répondre. Je pense que en tout cas, je pense que c'est disponible. C'est juste que le problème, c'est qu'il y a certains qui sont pas remboursés, je crois, hein, c'est ça? Que je Alors, te... les stylos connectés sont pas encore disponibles au Canada. Il y en a ailleurs aux États-Unis. Ils sont attendus au Canada depuis vraiment longtemps. On pensait que ça allait arriver l'année dernière, finalement cette année. Bref, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver. Par contre, il y a des stylos qu'on appelle des stylos mémoire où quand vous injectez l'insuline, le petit bouton du bout du stylo, là, c'est des stylos avec des cartouches dedans, donc qu'on change puis qui sont rechargeables. Le petit bouton du bout permet d'afficher c'est quand la dernière fois que ça a été donné. Alors ça, faudrait en discuter avec l'équipe de soins. Puis l'équipe de soins va pouvoir diriger vers ces stylos-là. Voilà. Merci, Sarah. Euh, c'est bon. Donc j'ai un merci pour la présentation. Quelqu'un qui dit, je crois que les assurances y sont pour beaucoup, donc je pense qu'on parle ici des technologies. Quelqu'un qui demande, c'est quoi le monitoring en nutrition? Je pense que tu as dû en parler à un moment donné. Ah oui, un peu dans les technologies, hein, c'est ça. Je pense que ça faisait référence plus aux applications. Attendez, je vais juste retourner dans la fameuse slide. Oui, les moniteurs, monitoring de nutrition. Donc, c'est plus des applications là, qui aident à loguer des journaux alimentaires, qui peuvent calculer, par exemple, le nombre de nutriments, de glucides, de protéines, tout ça, et qui peuvent aider à faire un suivi là, par rapport à notre statut nutritionnel. Parce qu'on sait que chez certaines personnes âgées, par exemple, si on va dans si on perd un peu notre réseau social, on a tendance à moins cuisiner, par exemple, on change nos habitudes de vie. Donc, c'est important de garder un statut nutritionnel santé. Donc, c'est plus en lien avec certaines applications, là. Merci, Jane. Alors, une autre question. En moyenne, quel est le nombre d'années de vie avec le diabète de type 1? Oh, c'est une bonne question. J'ai pas de chiffres avec moi en ce moment. Vous voulez dire combien de temps les gens vivent? Mais c'est sûr que quand on regarde le graphique des gens qui ont commencé, qui ont un nouveau diagnostic de diabète de type 1, il y en a à tous les âges, hein. C'est si je vous ramène. Donc, je pense que c'est très variable. Les personnes, je vais juste revenir à ma première slide, je m'excuse. Oui, c'est là. Donc, c'est ça. Il y a des nouveaux diagnostics de diabète de type 1 à tous les âges. Donc, quand la personne ne fait pas d'acidocétose et n'a pas de complications, c'est sûr qu'il y a des facteurs qui font en sorte que leur nombre d'années de vie avec le diabète de type 1 va s'allonger. Alors que, bon, si quelqu'un se fait diagnostiquer un diabète de type 1 ou un LADA, comme qu'on appelle un peu plus loin, par exemple à 60-65 ans, ben, c'est logiquement leur durée d'année de vie avec le diabète de type 1 va diminuer. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui viennent jouer en compte. Et je pense que ça rejoint un peu aussi la fameuse espérance de vie là, chez les gens qui ont un diabète de type 1.
Je pense que la clé, c'est de contrôler l'hémoglobine glyquée à un niveau cible pour prévenir les complications. Donc, pourquoi le 7%? C'est qu'il y a des études qui ont montré que en bas de 7%, on prévient nos complications microvasculaires, comme la rétinopathie, comme le diabète dans les reins, comme le diabète dans les nerfs, tout ça. Donc, c'est pour ça on vise ce fameux niveau-là. Donc ça l'aide à diminuer ces complications-là et éventuellement l'espérance de vie. Et on voit que vraiment, c'est des standards de soins qui sont de plus en plus appliqués et qui vont venir aider à augmenter l'espérance de vie et le nombre d'années de vie avec le diabète de type 1. Merci encore. Alors, je passe à la suite. Bon, on nous dit que si les pompes étaient payées, peut-être que plus de personnes auraient la pompe. Alors oui, ben, ça, on le sait. C'est en discussion depuis longtemps. L'INES appuie l'importance du remboursement de la pompe à insuline. On espère que ça va venir, en tout cas pour parler juste du Québec, là. C'est ça. Euh, j'ai bon, encore des choses qui disent que la technologie devrait être plus couverte. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour le dire. Là, j'ai quelqu'un qui dit, je suis devenue diabétique de type 1, donc je vis avec le diabète de type 1 par maladie auto-immune à 61 ans. Est-ce qu'il y a une différence avec une personne qui vit depuis plus longtemps avec le diabète de type 1? En gros, j'imagine, la question c'est, est-ce que quand on reçoit un diagnostic de diabète de type 1 plus tard dans la vie, est-ce que finalement mon espérance de vie ou est-ce que mon vieillissement va être différent de quelqu'un qui l'a plus jeune? Mhm. En fait, il y a comme tout un spectre là, entre le diabète de type 1 puis le fameux LADA, donc un diabète auto-immun chez l'adulte, là, qui est chez les personnes plus matures. Puis il y a justement une étude dans le registre Better qui compare les caractéristiques des gens avec un diabète de type 1 versus LADA pour voir s'il y a des différences. Pour l'instant, c'est pas encore clair si c'est une population totalement différente ou c'est juste la même population en tant que telle, mais que bon, ça s'est développé plus tard. À ma connaissance, pour l'instant, c'est pas encore assez clair pour donner une réponse à ça, mais dans la cohorte Better, je sais qu'ils font une étude en ce moment pour étudier ça, la différence entre les gens qui ont un diabète qui se développe plus tard versus des gens qui commencent plus jeunes. Désolée de ne pas avoir pu répondre de manière plus claire, mais c'est en étude. Ouais, il y a, en fait, c'est Nadine Taleb qui fait l'étude sur le diabète LADA, donc le diabète qui arrive effectivement plus tard dans la vie. Elle a déjà présenté une conférence, un webinaire là-dessus. Il est disponible en rediffusion sur le site si jamais c'est pas une ressource qui a déjà été explorée. Ok, bon, j'ai encore des merci très intéressants. Je te les adresse, Jane. C'est Ah, tout à ton merci, honneur. ça fait plaisir. C'était le fun. Euh, Au Québec, les lecteurs en continu sont payés par la RAMQ pour les personnes vivant avec le diabète de type 1, non. Point d'interrogation. Fait que, oui, Oui. c'est payé, mais passer. Vas-y, je te laisse finir, mais. Mais je pense qu'en fait, mon interprétation, c'est que la RAMQ rembourse les gens avec un diabète de type 1, en effet. Par contre, il faut quand même débourser une certaine partie, là. Puis avec la retraite vient aussi une diminution des revenus, tout ça. Puis parfois, cette partie-là a payé en plus de le médicament pour protéger le cœur, le médicament pour protéger le rein, la pompe, tu sais, si la personne a encore la pompe, tu sais, en plus, c'est que ça, à la limite, à la fin, je veux dire, ça fait beaucoup au total. Puis je pense que ça peut avoir un certain impact aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que les médecins reçoivent de l'information par rapport à l'ostéoporose? Mon médecin dit que ce n'est pas nécessaire. Est-ce que c'est quelque chose qui te... Si on reçoit de l'information par rapport à l'ostéoporose, dans le sens de si on reçoit des... est-ce que c'est possible de préciser la question? Comme pour, Mhm. mais en fait, les médecins endocrinologues, là, c'est sûr que eux, c'est une de leurs spécialités, là, de gérer la santé osseuse en général. Le diabète, c'est pas encore, disons, une complication qui est bien reconnus, comme la rétinopathie, comme c'est clairement démontré que les gens avec le diabète ils ont une fragilité osseuse plus grande que la population générale, mais parmi les médecins, c'est encore, disons, méconnu, là, puis parmi la population générale aussi encore plus. Donc, en ce moment, il y a plusieurs sensibilisations, on fait aussi des présentations pour montrer que c'est une complication, là, l'ostéoporose, qui devrait être adressée chez les personnes avec un diabète. Exact. On a aussi, là aussi, il y a sur le site internet, dans les rediffusions, il y a une présentation de docteur Claudia Gagnon, je crois, sur la santé osseuse et le diabète de type 1. Donc, je vous invite à aller regarder si c'est pareil, une ressource qui n'a pas été
explorer déjà. Est-ce que vieillir avec le diabète de type 1 peut entraîner des carences en certains nutriments ou des besoins nutritionnels plus spécifiques? Pas à ma connaissance, là, je pense pas que avoir le diabète de type 1 entraîne certaines carences, sauf si la personne a une maladie cœliaque, par exemple, qui est une maladie qui est quand même très associée là, au diabète de type 1 parce que ça demeure une maladie auto-immune. Raison pour laquelle, tu sais, la majorité des médecins font aux 2, 3 ans ou selon les symptômes des dépistages de maladies cœliaques. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là qui peut venir jouer sur les carences nutritionnelles. Mais sinon, c'est aussi que avec le vieillissement, on développe parfois certaines carences nutritionnelles parce que, par exemple, l'épouse ne peut plus faire à manger ou encore on a changé de milieu, donc on n'a plus nos repères pour nous faire à manger avec. Donc, c'est plus dans ce contexte-là qu'on peut développer des carences ou via, par exemple, des maladies auto-immunes comme la maladie cœliaque. Mais le diabète en soi, pas à ma connaissance. Merci. Je vais faire vite parce que je vois l'heure tourner. Il reste quelques petites questions. Je pense qu'on va pouvoir y répondre rapidement. Est-ce que, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le diabète de type 1 et qui ont plus de 50 ans et qui peuvent espérer 75, admettons? Est-ce qu'on pourrait vivre jusqu'à 75 ans avec le diabète de type 1? Ah oui, définitivement, définitivement. Comme je disais, il y a des choses qui viennent moduler, puis les personnes âgées, c'est pas juste l'âge, là, c'est vraiment en lien avec l'état de santé général. Donc, des personnes de 50 ans puis j'en vois là quand même plusieurs, là, des gens qui ont aucune complication en santé, ils vont faire plus de sport que moi. Donc, c'est des gens que je m'attends à ce qu'ils vivent au-delà de 75 ans, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui viennent moduler. Et si, par exemple, il y a des gens en 30 ans aussi qui ont déjà des complications au niveau vasculaire, qui font des maladies cardiaques. Et malheureusement, leur espérance de vie est diminuée, même s'ils ont juste 35 ans. Donc, tout est une question de santé globale, de se garder en forme. Merci. Ça répond aussi un peu à la question, une autre question que j'ai. Est-ce que tout le monde, est-ce que finalement toutes les personnes qui vivent avec le diabète vont développer des complications? Non, puis la chose qui aide le plus, c'est vraiment l'hémoglobine glyquée qui est dans notre cible. Donc, c'est ce qui a le plus corrélé, là. C'est un bon contrôle glycémique, mais sans hypoglycémie, évidemment, parce que ça aussi, ça amène son lot euh, disons, de complications et de diminution de la qualité de vie. Donc, si on est capable d'éviter les hypoglycémies et de garder une hémoglobine glyquée en bas de 7%, on prévient beaucoup nos complications. Parfait, merci. Écoute, je pense que on a pas mal fait le tour des questions qu'on avait ici. Merci beaucoup, Jane, pour d'être venue parler à la fois de l'étude faite avec le registre, mais aussi de ce sujet dont effectivement, ben, on parle peu, mais plus ça va et plus on vieillit longtemps et en bonne santé de façon générale. Alors, je crois que c'est important d'ouvrir la discussion là-dessus. Puis merci à toutes les personnes qui sont présentes avec nous. Vous êtes toujours très nombreuses et on apprécie grandement. Pour souligner ce que tu disais tout à l'heure, ben, on a besoin de plus de gens dans le registre. Plus il y a de monde qui s'inscrivent au registre, qui prennent le temps de remplir les questionnaires, et plus on est capable de montrer quelque chose qui colle à la réalité, qui peut représenter tout le monde, entre guillemets. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous connaissez des gens qui vivent avec le diabète de type 1 puis qui ne sont pas encore inscrits, motivez-les, dites-leur d'aller faire ce petit 10 minutes au moins de questionnaire, puis plus si elles ont envie, et voilà, c'est ça. As-tu quelque chose à ajouter, Jane? Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Sarah, pour l'organisation. Nathalie aussi. Et, c'est toujours plaisant de voir à quel point les gens dans le registre participent et collaborent au projet. Alors, on vous souhaite un beau week-end pascal à tous et on vous retrouve à la fin du mois d'avril pour le prochain webinaire. Bonne journée à tous. Bonne journée, joyeuse Pâques.